En ce petit vaisseau de fine or pur, repose un grand cœur qu'aucune dame eut au monde. Anne fut le nom d'elle, en France, 2 fois reine, duchesse des Bretons, royale et souveraine. Elle porte couronne, elle a un corps de robe en blanc semé d'hermine, elle porte sur les épaules un formidable manteau en or émaillé de rouge, translucide, qui vraiment flamboie à la lumière, et sous son corps de côte blanc, elle porte une robe bleue. Anne de Bretagne, c'est l'un des seuls exemples donc, de la définition d'une reine idéale, d'une reine qui adore Dieu, elle est très pieuse, qui aime passionnément son mari. Elle était ses noble enfants, et de sa haut prix. famille, qui Chacun vient louait sa en bienvenue. aide à tous les membres de sa famille, Noblesse, mais aussi, oyez parler du temps jadis, Bourdichon va la peindre des grands d'une princes certaine dont façon. étaient descendus. Jean Péral va la peindre d'une autre façon. Pour d'autres qui ne l'ont jamais vue, on représentera un portrait générique de la personne. C'est-à-dire qu'on va reconnaître Anne de Bretagne, non pas par un détail physique, mais par son statut et son costume de reine. Chacun invente sa propre Anne de Bretagne. Oui, c'est ça. Anne de Bretagne, la duchesse sans sabots. En 1510, Anne de Bretagne donne naissance à sa deuxième fille, Renée. La déception est grande, l'héritier mâle tant attendu ne naîtra pas encore ce jour-là. En 1510, Anne de Bretagne a 33 ans. Héritière du duché dont elle porte le nom, elle a déjà épousé 2 rois de France, Charles VIII et Louis XII, pour lesquels garder la main sur ce territoire reste un enjeu politique et stratégique de premier ordre. Surinvestie par la Bretagne depuis le XVIe siècle, la duchesse en sabots apparaît tel un mantra sur les enseignes commerciales et les édifices publics. Mais si l'on y regarde bien, elle est à peine bretonne. À la charnière de l'époque médiévale et de l'époque moderne, à l'aube de la Renaissance, elle s'inscrit dans son temps bien plus que dans notre époque contemporaine, qui a voulu faire d'elle une passionnariat régionaliste. Donc nous voici au premier étage. Sur les traces de cette reine bien souvent invoquée, mais finalement peu connue, à commencer par sa demeure principale, le château de Blois, en compagnie de son conservateur Pierre-Gilles Giraud. Donc nous voici au premier étage, dans une pièce d'apparat, Pierre-Gilles Giraud. C'est donc la grande salle, la plus grande salle bien sûr du château, la salle d'apparat effectivement. Et par cette porte en pierre qui se trouve à notre gauche, on aperçoit dans la pièce d'à côté un A d'or qui annonce peut-être la propriétaire de cette chambre. Voilà, la chambre côté nord est en effet celle d'Anne de Bretagne et on retrouve à nouveau sur la cheminée le L et le A encore plus majestueux avec la cordelière courant au sommet de la cheminée et en serrant de façon inlassablement répétée fleurs de lys et hermine bretonne. Alors une sorte de rappel cruel de cette cheminée, c'est qu'on voit que sur le manteau, sur le mur, sont peints des dauphins couronnés. Et ce sera bien sûr le grand échec de cette union entre Louis et Anne de Bretagne, qui est de ne pas obtenir d'héritier mâle pour le royaume. Il y a eu sûrement plusieurs grossesses, plusieurs naissances, mais aucun enfant mâle n'a survécu, puisque Anne a donné naissance à 2 filles. Claude, né en octobre 1499, et 10 ans plus tard, en octobre 1510, une seconde fille, Renée, qui deviendra duchesse de Ferrare. Nous continuons notre promenade vers les jardins et le pavillon d'Anne de Bretagne. Alors ce petit pavillon d'Anne de Bretagne, en fait, c'est un bâtiment assez énigmatique. En fait, c'est un tout petit bâtiment, donc entre le jardin de la Reine et le jardin du Roi, à l'époque de Louis XII et d'Anne de Bretagne. La reine Anne l'aurait fait construire pour y faire sa retraite, pour avoir des enfants.
Donc on pourrait associer cette construction à une sorte de petit ermitage, alors évidemment à 100 mètres du château, où la reine se retirait pour prier afin d'obtenir enfin cet héritier tant attendu qui est la grande histoire du règne. C'est-à-dire qu'elle a eu plein de fils, la pauvre, mais effectivement, ils sont tous morts. Fanny Cossandet. De toute façon, ces histoires dynastiques qui sont évidemment tout à fait essentielles. Hein. Les ambassadeurs passent leur temps à dire « Ah, la reine est grosse, ah, peut-être que la reine est grosse, ah, la reine a accouché d'un fils, etc. » Bon, tout le monde louche sur les ventres des reines à l'échelle européenne. Mais en même temps, les aléas démographiques et dynastiques sont tout à fait inattendus. C'est-à-dire qu'on a comme ça des générations avec énormément d'enfants qui atteignent l'âge adulte et puis qui disparaissent tous quasiment en même temps. Donc rien n'est sûr. C'est toujours, en fait, ce qu'il faut comprendre des successions dynastiques sous l'Ancien Régime, c'est que c'est toujours de justesse. Quand ça se transmet. Alors l'endroit sûrement le plus attachant et le plus touchant de ce petit bâtiment, c'est un tout petit oratoire qui se trouve sur notre droite. Je dis que c'est une pièce touchante parce qu'on sait que justement par le registre d'aumône pour l'année 1506-1507, que Louis XII et Anne de Bretagne venaient souvent entendre la messe en privé. Je crois que c'est une quarantaine de fois pendant cette année 1506, donc assez régulièrement. Il faut imaginer l'autel devant nous. Eh bien, il y a la place pour le célébrant et le couple royal en prière, et dans une intimité qui est très rare à cette époque-là pour les souverains. Mais peut-être que le besoin de prière de la reine pour obtenir un héritier expliquerait ce côté intime de cet acte presque désespéré de la reine pour fournir enfin cet héritier à la couronne. Et remplir son rôle de reine. Et remplir son rôle de reine, puisque les reines de France ont pour première mission de fournir l'enfant mâle pour assurer la stabilité de la couronne de France et du lignage, en l'occurrence des Valois. On a l'impression que c'est quasiment une obsession. Est-ce qu'on retrouve ça de manière aussi forte dans les représentations des autres reines de France? Ah, je dirais presque qu'on le retrouve encore plus chez les autres reines de France. Les crises successorales sont toujours quelque chose de redouté. Donc le roi a vraiment besoin d'un héritier, et si cette reine-là n'est pas capable d'en faire, elle risque toujours d'être répudiée pour en prendre une autre qui soit capable, elle, de donner des héritiers. On a plusieurs exemples. Catherine de Médicis a été menacée d'être répudiée parce qu'elle n'avait pas d'héritier pendant les 10 premières années de son mariage. Après, elle s'est rattrapée. Marguerite de Valois, il y a eu une annulation du mariage avec Henri IV parce qu'elle n'avait pas d'héritier. Anne d'Autriche a été extrêmement fragilisée de ne pas donner d'héritier à Louis XIII. Marie Leczinska a été choisie visiblement parce qu'elle venait d'une famille extrêmement prolixe, et donc on s'attendait à ce que Louis XV puisse comme ça assurer une succession rapide, etc. Donc l'enjeu de l'héritier pour une reine de France est tout à fait essentiel. Et Anne de Bretagne, finalement, échappe à cette fragilité de ne pas avoir d'héritier mâle grâce à la Bretagne, finalement. C'est cela qui la maintient dans une position relativement sécurisée et confortable. Alors il y a ça, et puis le fait qu'Anne de Bretagne a eu des enfants tout le temps. Il ne faut pas oublier que Anne de Bretagne a été enceinte extrêmement souvent et a donné naissance à beaucoup d'enfants qui sont morts très jeunes. C'est pas une reine stérile. C'est une reine dont on peut toujours attendre qu'elle donne un héritier viable, en fait.
Tandis que Catherine de Médicis, sur les 10 premières années, elle ne donnait pas d'héritier. Tout le monde a dit qu'elle était stérile. Pendant 10 ans, rien. Après, en 10 ans, elle en a donné 10, mais ça, c'est... fallait démarrer, quoi. Ce fut Charles, le prince de vaillance, 8e du nom. En bonne étrenne par mariage, voulut son alliance. La voyant de vertu pleine, il épousa, ce fut chose certaine. Anne de Bretagne, officiellement, n'avait pas de droit sur la Bretagne. Didier Le Fur. Son père, qui a fait une sorte de coup d'État en 1485, François II, n'avait pas de fils, il avait déjà plus de la quarantaine, il était pratiquement sûr et certain qu'il n'aurait plus d'enfants, il était de mauvaise santé, et comme au même moment, le roi de France, Louis XI, avait racheté les droits sur le duché de Bretagne, le roi de France devenait une sorte de prétendant au duché. Le duché faisait partie du royaume, mais n'appartenait pas au domaine royal, et l'idée de Louis XI, c'était d'intégrer ce territoire qui pouvait accueillir des armées étrangères de temps en temps, et donc du coup empêcher aussi notamment les Anglais de débarquer par là.